Atman Nasrou, bonjour. Bonjour. Et bienvenue donc vice-président LR de la région Île-de-France. Pas besoin d'Halloween pour avoir peur en ce moment. On constate un peu partout en Europe, un peu partout en France, spécialement en Île-de-France, une flambée des actes et des comportements antisémites. Il y a cette mystérieuse affaire des tags d'étoiles bleues. Il y a aussi des affiches arrachées, des otages, il y a des slogans, il y a des comportements, il y a les réseaux sociaux. D'abord, sur les faits, est-ce qu'au niveau régional, vous surveillez au Conseil régional? Est-ce que vous avez un état des lieux à peu près précis? Alors, pas directement, puisque c'est du ressort beaucoup de l'État, ces questions-là. Néanmoins, on essaie d'avoir un dialogue avec notamment les préfectures et on essaie de déployer, par exemple, dans les lycées qui dépendent directement de nous, tout l'effort de sécurisation, tout l'effort de prévention et d'alerte, surtout dès qu'il y aurait un incident, un tag ou quelque chose qui vient évidemment porter ce message que l'on doit condamner de toutes nos forces, à savoir cet antisémitisme qui est en train d'exploser dans ces manifestations les plus abjectes. Et donc, en Île-de-France, à la région, nous sommes vigilants, notamment dans nos lycées, puisque c'est notre responsabilité première. Je n'ai pas de signe d'indicateur global sur la région et nous le demandons par contre et nous aimerions avoir un suivi au niveau régional et c'est la demande que nous faisons aussi au préfet de région. Les maires sont à égalité face à ce phénomène ou dans certaines zones d'Île-de-France, ils sont débordés? J'ai le sentiment que ce phénomène qui est très préoccupant et totalement inacceptable se manifeste davantage dans certains territoires. Là aussi, il faut le dire aussi clairement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tags à Saint-Denis, à Aubervilliers, dans des territoires où on a laissé, je le considère, des élus tenir des discours totalement irresponsables, laisser se nourrir sur notre territoire un antisémitisme, importer le conflit au Proche-Orient à la faveur d'intérêts purement électoraux. Et donc, je pense qu'il faut aussi qu'on dise les choses clairement et qu'on combatte pied à pied ce phénomène. Le problème, c'est le clientélisme. Ce sont des élus qui ont flatté l'islamisme pour avoir des voix. C'est ce que j'ai pu constater sur un certain nombre de territoires. Moi, je le dénonce depuis des années maintenant. Vous avez beaucoup vécu à Trappes, vous avez lutté politiquement. Oui, incontestablement, il y a des élus qui en ont fait un fonds de commerce. Il y a des élus qui ont décidé qu'il fallait fermer les yeux sur le repli identitaire, qu'il fallait nourrir toute cette fracture qui est aujourd'hui béante et qui se manifeste à la faveur de ce qui se passe en Israël. On voit que ça a libéré toute une parole de haine antisémite qui nourrissait déjà dans ces idéologies qu'on a laissé se développer, dans un système de valeurs parallèles qu'on a laissé s'installer. Et oui, je le dis très clairement, il y a des élus, notamment à la France Insoumise, qui ont volontairement laissé se développer, voire nourri ce repli identitaire et aujourd'hui on en paie le prix. Cette stratégie de la France Insoumise, c'est une stratégie pour vous purement électoraliste ou vous avez l'impression que est arrivée une génération d'élus et de cadres à LFI convaincus, qu'il fallait faire la place à l'islamisme dans la vie politique? Une chose est sûre pour moi, ce ne sont pas des dérapages, ce ne sont pas simplement des ambiguïtés, ce n'est pas simplement de la compromission, c'est réellement une stratégie électorale. Ma conviction, c'est que la France Insoumise a décidé de se constituer un électorat en nourrissant ce repli identitaire, en coupant une partie de la population du reste de la société française et en faisant de ce repli identitaire vraiment un instrument de conquête électorale. Et on voit les scores de la France Insoumise sur un certain nombre de territoires. 60,6% pour Mélenchon au premier tour à Trappes. 69% selon l'IFOP dans ce qu'on appelle la communauté musulmane, si tant est que les sondeurs arrivent à bien la cerner. Ça marche donc ce clientélisme. C'est malheureusement une stratégie qui marche et c'est pour ça que depuis la manifestation aux côtés du CCIF en 2019, il est évident que la France Insoumise a un agenda de connivence et de complicité avec l'intégrisme, avec l'islamisme qui évidemment vise à cranter un électorat et y faire les scores que vous avez cités. Et c'est une stratégie totalement criminelle et qui mène notre pays à une fracture extrêmement préoccupante. Quand certains disent on va vers la guerre civile, vous les trouvez trop pessimistes ? Ce que je sais, c'est que la fracture dont on parle, elle est profonde, elle est sérieuse. Ce que je sais, c'est que les actes antisémites que nous connaissons en ce moment sont inacceptables. Ils sont très nombreux, ils ont explosé. Donc, tous ceux qui nous expliquent qu'il n'y a pas de sujet, tous ceux qui sont dans la naïveté, je crois, ne se rendent pas compte combien aujourd'hui, ce qui fait qu'une société peut tenir ensemble, combien des valeurs fondamentales de la République et de la France sont aujourd'hui questionnées, contestées par des gens qui ont été biberonnés à un discours de détestation de la France, de la République et un discours de fracture très profonde avec nos valeurs fondamentales. Avec une communauté musulmane dont on peut penser qu'elle est largement majoritairement opposée à ces dérives, mais qui est muette, qui n'est pas structurée, qui n'a pas de leader pour porter une parole autre. Oui, alors si on ne veut pas non plus... On a raté ça aussi, quoi. On a raté aussi la construction de cette communauté. Oui, alors il y a des voix qui s'élèvent, il y a des voix évidemment qui
se dissocient. Il y a des voix qui condamnent la France insoumise à chaque fois qu'elle est dans cette stratégie électorale de nourrir le repli identitaire. Mais évidemment, toute la difficulté, c'est de ne pas parler non plus au nom d'une communauté, parce que ça n'est pas comme cela qu'un citoyen engagé, par exemple, a vocation à s'exprimer. Ce qui est réel pour moi, par contre, c'est que quand on prend la parole pour dire ce que je vous dis là, par exemple, on est aussi attaqué. On est attaqué par notamment l'extrême gauche. On est renvoyé à nos origines. On est traité de traître, parfois de bien pire que ça. Tout simplement. Collabo. Écoutez, moi j'ai beaucoup défendu la laïcité et à Trappes, certains ont voulu me faire passer pour un islamophobe, simplement pour rappeler des principes élémentaires qui font que on peut vivre en France et ne pas se laisser déborder par cet intégrisme religieux qui prospère. Quand Carl Olive, élu de la majorité dans votre département, dit Mélenchon, il faudrait le ficher S, il dérape, c'est excessif ? Je condamne vraiment les propos, les discours de Jean-Luc Mélenchon de toutes mes forces. Je pense que nous avons affaire à un pyromane, à quelqu'un qui est profondément en train d'abîmer la République, qui est définitivement en dehors du giron de la République. On le savait, on le voit maintenant au grand jour. Voilà, les expressions, peu importe. Moi, je pense que tout ce qui vise à démasquer la France insoumise est aujourd'hui de salut public. Jusqu'où on peut aller dans les sanctions ? Parce qu'il y a le combat électoral, évidemment, il y a la dénonciation politique, et certains disent non, il faut aller plus loin. Il faut dissoudre certaines formations comme le NPA, il faut attaquer en justice certains individus comme Daniel Obono. Vous participez de cette offensive ? Moi, je n'ai pas accepté que des députés de la République avec leur écharpe aillent dans des manifestations interdites par le préfet, interdiction validée par la justice. Samedi dernier, on l'a vu à Paris. Samedi dernier, nous l'avions déjà vu au préalable, et à chaque fois, s'il ne se passe rien derrière, moi je vous le dis, on a affaire à des députés voyous, des députés hors la loi, et je ne pense qu'un parlementaire qui est censé faire la loi doit d'abord commencer par la respecter. Donc il n'y a pas de raison qu'on laisse banaliser ce type de comportement, il n'y a pas de raison qu'on accepte cette inversion totale des valeurs. Il faut là aussi mettre un stop, mettre une ligne rouge et mettre chacun devant ses responsabilités. Ce sont des députés voyous. On a vu d'autres sociétés, par exemple le Maroc, avoir une cohabitation entre une majorité musulmane et une communauté juive de manière ancestrale. Qu'est-ce qu'on a raté dans notre pays ? Que vous avez vu, vous, au Maroc ? Je crois qu'on a raté, ou peut-être on n'a pas eu le courage de défendre clairement notre modèle, de défendre une identité aussi en France, de défendre des valeurs fondamentales, de ne pas expliquer clairement ce qu'est la laïcité, de nous laisser déborder petit à petit par des comportements qu'on n'a pas osé affronter, par la complicité d'un certain nombre d'élus qui n'ont pas voulu tenir tête à ces forces extrêmement puissantes qui font de l'entrisme et qui viennent tester à chaque fois les limites. Et on s'est laissé petit à petit déconstruire ce qui faisait même cette capacité de proposer un modèle universaliste, républicain, dans lequel chacun peut vivre en paix pourvu qu'il accepte les règles. Et on a aujourd'hui des gens qui refusent d'accepter les règles. Dans ce contexte, arrive en débat la loi immigration au Sénat à partir de lundi. Est-ce que vous, au cœur de la machine LR, vous avez une idée claire de la stratégie de votre parti, ou est-ce que c'est une improvisation entre un Sénat et une Assemblée qui ne pensent pas la même chose ? Moi, je veux d'abord vous rappeler que nous avons déposé 2 textes qui sont sur la table et sur lesquels nous invitons le gouvernement à se positionner. D'ailleurs, nous n'avons jamais eu de réponse très claire sur les différents points que contiennent ces textes. Une chose est sûre, sur ce sujet de l'immigration, on ne peut pas continuer à faire semblant. Où le gouvernement cherche réellement à maîtriser les flux migratoires. Et je vous rappelle que l'année dernière, nous avions eu 500 000 arrivées légales. Que, comme tout le monde le sait, quand on est débouté du droit d'asile, on a 9 chances sur 10 de rester malgré tout. Que les OQTF ne sont quasiment pas exécutés. Obligation de quitter le territoire français. Tout à fait, ils ne sont quasiment pas exécutés. Donc on veut réellement agir, et là, la bonne solution est dans les textes des Républicains, avec notamment un référendum et une révision constitutionnelle. C'est vraiment important cette révision. On a l'impression que des outils plus pratiques qu'un changement de la Constitution, ça serait plus efficace. On a eu 20 lois sur l'immigration ces dernières années. Aucune n'a été de nature à changer les choses parce qu'il y a un sujet de souveraineté juridique. Je pense que ce référendum et cette révision constitutionnelle sont les seuls moyens pour réussir réellement à avoir une vraie politique migratoire, qu'on puisse décider en France qui on veut accueillir et qui on veut reconduire. Et je constate que le gouvernement, visiblement, n'y est pas prêt. Si le gouvernement décide de passer en force sur un mauvais texte, il faudra le censurer. Le censurer, c'est-à-dire déposer une motion de censure à l'Assemblée qui a toutes les chances d'être acceptée parce qu'elle pourrait faire les voix des LR de la gauche et du RN, c'est-à-dire une chute du gouvernement, c'est-à-dire une dissolution. Écoutez, c'est au gouvernement de choisir s'il décide, au nom d'un texte de maîtrise des flux migratoires, de créer au contraire un nouvel appel d'air, d'installer une nouvelle filière d'immigration totalement hors contrôle à nouveau. Par l'article 3, notamment les métiers en tension. Et l'article 4 également sur le droit de travailler pour les demandeurs d'asile avant le traitement de leurs demandes. Tout cela va venir créer un nouvel appel d'air. Et donc notre responsabilité chez les Républicains, c'est de nous y opposer parce que c'est contraire à l'intérêt du pays. Et pourtant, ça correspond à une réalité économique. Vous le voyez sur le terrain, des employeurs qui réclament
réclament cette régularisation, on en trouve beaucoup. Oui, on trouve aussi beaucoup d'étrangers en situation régulière qui sont en demande d'emploi. Il y en a 500 000 en France. Et donc, cette idée qu'il faut créer un droit automatique, systématique, opposable de n'importe qui de venir s'installer en France, de travailler dans un métier en tension et d'être automatiquement régularisé, je crois que c'est l'inverse précisément de la maîtrise des flux migratoires qui était au départ l'objectif de ce texte. Et donc, c'est pour ça qu'en cohérence, chez les Républicains, eh bien, nous défendons cette ligne et nous irons jusqu'au bout de cette logique. Marine Le Pen n'exclut pas de voter ce texte, même si elle trouve qu'il est évidemment insuffisant. C'est un piège qu'elle tend et à la majorité et au LR. Je crois que c'est aussi un piège qu'elle se tend elle-même. À un moment, elle ne peut pas être servie que par les excès de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on voit qu'il y a une forme aujourd'hui d'image de Marine Le Pen plus apaisée qu'auparavant. Moi, ce que je constate, c'est qu'elle ne propose rien en matière de maîtrise des flux migratoires. Le tout n'est pas de dénoncer. Nous proposons des textes précis. Si elle pense que le gouvernement d'Emmanuel Macron est sur la bonne ligne en matière de flux migratoires, je lui en laisse la responsabilité. Elle monte en effet dans les sondages, vous le disiez, elle profite de ce climat politique dans des simulations présidentielles qui n'ont pas grand sens évidemment, mais qui donnent une température. Elle est à plus de 30%. Plus 7 points de gagnés depuis la présidentielle 2022. Marine Le Pen, c'est inéluctable ou les LR ont encore le moyen d'attirer à eux un électorat qui veut de la fermeté ? Je crois que le pays ne se relèvera pas si la droite, elle aussi, ne se relève pas, n'est pas à la hauteur, n'est pas courageuse et n'arrive pas à défaire tous ces pronostics qu'on est en train de nous écrire. Moi, là, ce que je peux vous dire, moi, je sais qu'on nous avait promis que c'était ou Emmanuel Macron ou le chaos. Je constate qu'on a et Emmanuel Macron et le chaos aujourd'hui dans notre pays. Et donc, moi, je veux qu'à droite, on arrive à créer un autre chemin et une alternative à la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui notre pays. Et quant à Marine Le Pen, je considère qu'elle n'a pas de réelle solution ni de capacité à les mettre en œuvre pour sortir notre pays de ce déclin dans lequel il est en train de s'enliser. Quelles sont les bases, les principaux pavés de cet autre chemin ? C'est d'abord sur l'économie, les comptes publics que la droite doit aller. C'est uniquement sur ces questions de sécurité, d'identité ? Mais c'est sur l'ensemble, sur les questions d'identité. Nous avons une responsabilité majeure face à toutes ces forces de la déconstruction dont on parlait depuis tout à l'heure, qui sont très présentes, qui mènent une vraie bataille culturelle. Et donc à droite, il faut qu'on tienne aussi cette bataille culturelle et qu'on ne se cache pas derrière notre petit doigt et qu'on aille au bout de nos idées et de nos convictions, quelles que soient les caricatures qu'on peut faire parfois. Donc vous voyez qu'on est extrêmement clair sur ces sujets-là, mais en même temps, on ne peut pas laisser expliquer que l'argent public pousse sur les arbres, qu'on peut rester chez soi à toucher l'échec de l'État. Et Marine Le Pen a le même programme économique que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, avec par exemple la retraite à 60 ans. D'ailleurs, sait-on où on en est sur la question de l'euro ? Parce que moi, je n'ai pas très bien compris, si elle voulait toujours en sortir. Elle ne veut plus en sortir, a priori, c'est fini ça. Ça change tous les jours. Ce que je sais moi en tout cas, c'est qu'il n'y a que la droite qui peut proposer un chemin de responsabilité en matière économique et de fermeté en matière d'identité et de régalien. Le premier rendez-vous, ce sont les européennes. Est-ce que la droite doit retourner derrière François-Xavier Bellamy ? Est-ce que vous appelez à un changement à la fois de génération, de style, de ligne ? Alors, on va bientôt choisir notre tête de liste. À titre personnel, moi, je soutiens François-Xavier Bellamy. Il a un bon bilan. Il a un excellent bilan au Parlement européen. Il porte des valeurs et des idées très fortes. Il a gagné un certain nombre de combats, y compris sur le plan culturel très puissant. Il est celui qui a obtenu de la Commission européenne par un amendement l'interdiction de financer des campagnes de promotion du voile, puisque c'est ce que nous avions en Europe. Donc il n'a pas jamais eu peur de défendre ce type d'idées. L'énergie nucléaire qu'il a défendue face aux eurodéputés macronistes d'ailleurs, qui sont toujours dans ce en même temps entre Paris et Bruxelles. François-Xavier Bellamy a le talent et l'expérience aujourd'hui de mener cette liste. En tout cas, c'est mon souhait. Et derrière, la présidentielle, est-ce que vous avez une méthode en tête ? On voit bien que la primaire ne fait plus recette, les sondages, ça ne suffit pas et tout le monde est très bas. Comment on fait ? Eh bien, on fait les choses étape après étape. Aujourd'hui, on est en train de reconstruire cette famille politique avec Éric Ciotti, avec Bruno Retailleau, avec Olivier Marleix, avec l'ensemble de l'équipe dirigeante. Donc on a un appareil politique aujourd'hui qui se remet en mouvement, qui se réforme de l'intérieur, qui se renouvelle. Et ensuite, nous aurons les élections européennes. Et après les européennes, eh bien, il faudra effectivement qu'on rentre dans la phase de désignation de notre candidat et nous aurons le temps d'en parler. Il faudra le faire bien avant l'élection présidentielle pour être évidemment au rendez-vous en 2027. Othman Nasrou, merci et bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe Barbier. Et demain, votre invité sera Raphaël Mourave, chargé d'affaires, ambassadeur d'Israël à Paris à 7h45. À demain. Radio J, retrouvez le Barbier.